La Grande Table Critique, c'est chaque vendredi un temps donné au débat en compagnie de critiques de la presse et d'ailleurs. On se dispute autour de l'actualité culturelle, aujourd'hui des disques et des films. France Culture, la Grande Table Critique, Lucille Como. Aujourd'hui, sous les feux de la critique des levées de soleil, des départs pour la Lune, des signes du hasard et une star espagnole. Après le journal, à 12h55, nous parlerons de cinéma, avec au programme les films de Ryusuke Hamaguchi et de Richard Linklater. Mais pour l'heure, je suis avec Christophe Comte, critique et réalisateur de documentaires, et avec Olivier Lam, critique et journaliste à Libération en ligne, puisque confiné, c'est le retour des confinements. Et on parle de l'actualité, de la musique. Tout à l'heure, Motomami, le dernier album de la chanteuse espagnole Rosalía, mais tout de suite un album sorti aujourd'hui même, celui de Jack White, intitulé Fear of the Dawn, Peur de l'aube. C'est le premier volet d'un diptyque, un autre album sortira en juillet. Alors qui est Jack White ? Eh bien, il est né en 1975 à Détroit, connu surtout pour avoir fondé le groupe des White Stripes en 1997, qui participa au renouveau du garage rock, groupe dissous en 2011. Depuis, il agit en solo, déjà plusieurs albums derrière lui. On écoute tout de suite un extrait du disque, Eosophobia. The sun goes up,
Ça grimace un peu en régie, hein. Ça dit que c'est du Pink Floyd raté. Christophe Comte, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet album de Jack White? Alors, on a écouté un titre qui n'est pas tellement représentatif de l'ensemble. Mais y en a-t-il un qui est représentatif? Il faut dire que ça part un peu dans tous les sens. Oui, ça part dans tous les sens, mais il y a quand même une tonalité un peu générale. C'est l'album électrique de Jack White qui va en sortir un plus acoustique un peu plus tard. Mais en tout cas, Fear of the Dawn, pour moi, ça a été, la peur de l'aube. J'ai l'impression quand même, malgré tout, que ça signifie un peu chez Jack White la peur du réveil après les rêves dans lesquels il se balade depuis très longtemps. Parce que Jack White, c'est quand même quelqu'un qui a fait fortune grâce à une chanson essentiellement qu'on entend dans les stades. Et depuis, il a construit une sorte de rêve éveillé de fan de rock un peu vintage, un peu fétichiste, très fétichiste même. Et donc, il a un label, Sandman Records, qui est une véritable petite usine où on presse des vinyles, où on fait de la tapisserie, enfin des objets très chers. Il adore le design. Lui-même est une sorte Il est designé. Il est designé, il a les cheveux bleus acier. Enfin, c'est très étrange. Et ce disque, finalement, représente ça. C'est-à-dire que c'est tout un rêve de rock'n'roll qui se veut assez transgressif parce qu'on a des bouts de rap, là, on a entendu des bouts de dub, etc. Mais à l'arrivée, quand on écoute l'ensemble de l'album, on a l'impression quand même d'entendre un mauvais album de Queen des années 80. C'est-à-dire quelque chose qui, au final, le rend à la fois... Enfin, moi, ça m'a fait suffoquer, ce disque. Vraiment, j'avais hâte d'en sortir. Et à chaque fois que je le mettais, j'avais un peu la même sensation d'étouffement, d'un type qui a tout amalgamé. Alors, parfois, de manière assez séduisante. Et puis, souvent, de manière un peu grossière. Il y a des moments, franchement, qui sont totalement éliminatoires. Le côté fusion, rap, rock, comme dans les années 90, ça, c'est plus possible, c'est interdit. Olivier Lam, à la Défense. Oui, non, mais Christophe parle de suffocation. Moi, je parle d'amusement. C'est un disque qui m'a énormément fait rire et c'est un disque qui se prend pas beaucoup au sérieux. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup l'habitude en ce moment d'avoir des disques qui se prennent pas beaucoup au sérieux. Je pense pas qu'il y ait un grand rêve. Je pense qu'il y a une grande désillusion. Bon, effectivement, c'est un disque qui parle de peur du réveil, de peur c'est un disque vampirique, c'est un disque de vampire. Et on sait aujourd'hui quelle est la situation du rock'n'roll par rapport à ça, par rapport à l'époque où il était la musique la plus vivante du monde et aujourd'hui où il est une musique qu'on peut dire mort-vivante. On pense évidemment à ce film de Jim Jarmusch. Dans lequel Jack White est cité à un moment. Oui, c'est ce qui est pas du tout, pas du tout étonnant. Et c'est plutôt sur effectivement cette mission qu'on lui met un peu sur les épaules à Jack White, à savoir être celui qui maintient un peu la flamme en vie, alors que je pense que lui n'a plus du tout envie de ça. Et moi, c'est un disque qui me plaît beaucoup parce que il assume. C'est vraiment le disque qui assume le plus depuis. C'est son 4e album solo. Depuis qu'il a commencé à faire des disques en solo, son côté complètement factice en fait, et complètement à côté de la plaque, mais je veux dire de manière assumée. Moi, je préfère de très très loin ce que fait Jack White en solo, même à ce qu'il faisait avec les White Stripes, qui est pas un groupe qui me passionnait beaucoup. Bon, je reconnais un peu les gros tubes, mais sans parler des Raconteurs et de son groupe là dont j'ai oublié le nom, dont j'ai jamais réussi à écouter un disque en entier, et qui colportait un peu cette légende du rock comme quelque chose de pris sur le vif, des musiciens ensemble dans une pièce, alors que là, ce qu'il fait en solo, même s'il y a évidemment des gens qui viennent lui prêter main forte, est largement joué de manière complètement seule ou avec des musiciens, mais avec de la superposition. À ce titre, il y a un sample de voix qu'on entend dans la chanson Into the Twilight de William Burroughs, qui est cette fameuse définition du cut-up, et qui a une voix, un extrait d'interview, je crois, ou de son disque avec... un disque qu'il avait fait, je crois, avec Bill Laswell au début des années 90. Enfin bref, c'est pas très important, mais qui revendique évidemment le cut-up comme une manière de complètement aller contre la réalité, c'est-à-dire aller plus près de l'infra-réalité. Et moi, c'est toujours la question de Jack White. Où est-ce qu'il est géographiquement, si je peux dire? Est-ce qu'il est dedans, dehors? Et je parle de la pop, en haut, en bas, en dessous, comme l'underground, ou est-ce qu'il est au-dessus avec le mainstream? Il est un peu nulle part, Jack White, et je trouve que dans ce disque-là, il l'assume de manière très ludique. Alors après, on peut étouffer, effectivement, parce qu'il y a des références qui sont assez obsessionnelles et un petit peu à côté de la plaque par rapport à 2022. Il y a
le deuxième morceau dont j'ai plus le titre en tête, qui est vraiment un hommage à Black Sabbath, qui est pas du tout caché. Il y a ce morceau avec le sample de Cab Calloway à Idaho, que moi je trouve vraiment très 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 marrant, très très sur lequel j'aimerais bien danser dans une fête au Nouvel An. Enfin, il y a un truc un peu léger, un peu distancié, moi que je trouve très agréable en ce moment. Mais voilà. Est-ce que justement talentueux. ce second degré, le ludique et tout, ça tient sur la longueur? Enfin, c'est aussi un peu ça le problème, Christophe Comte. Moi, j'entends tout ce que dit Olivier et je souscris en grande partie. C'est vrai qu'il y a ce côté chez Jack White probablement d'une déception de quelque chose dont il a rêvé pendant très longtemps. Mais c'est un peu ce que je disais aussi. C'est-à-dire que le réveil est compliqué pour lui parce qu'il est dans un monde où, on va le voir avec Rosalia, la musique a évolué quand même. Et lui, il ne change pas énormément. Mais je ne sais même pas s'il est harnaché vraiment à ces choses-là, enfin ce mythe du rock. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est un peu factice chez lui. C'est-à-dire que, bon, par exemple, il y a un papier là, dans le journal anglais Mojo où il tresse des couronnes à Paul McCartney, par exemple, dont il a sorti d'ailleurs sur Soundman Records, le dernier album de McCartney, à 33 exemplaires en couleur. Alors, c'est un peu ce côté-là, c'est-à-dire que c'est une sorte... Alors, bon, déjà, McCartney, je l'entends pas chez lui, mais bon, c'est surtout, je trouve, ce côté un peu... il fait partie maintenant d'une espèce d'élite du rock, alors il peut se permettre de faire des disques comme ça, qui sont probablement ludiques. Après, moi, j'en retiens surtout la sensation d'écoute, parce que, en tout cas, pour moi, je ne m'amuse pas beaucoup en écoutant ça. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de mortifère. Et effectivement, j'ai beaucoup pensé au film de Jarmusch, où ce sont des zombies qui... Je cherche le nom depuis tout à l'heure. Only Only Lovers Left Lovers Alive. Voilà, c'est ça. où il y a tout ce fétichisme du rock'n'roll avec les guitares, etc. Et puis à un moment, il y a une balade dans Détroit totalement décimée, et il passe devant la maison d'enfance de Jack White, et il y a ce symbole-là. Alors probablement, évidemment, pour Jarmusch, ils doivent bien se connaître, et donc du coup, c'est un petit clin d'œil, mais il y a quelque chose quand même assez mortifère là-dedans, quoi. Une musique de zombie un peu, effectivement, et sa tête d'ailleurs commence. Oui. On n'a pas parlé du côté Willy Wonka parce que bon, on l'a souvent. C'est vrai que c'est totalement ça. Il est en costume un peu pailleté avec ses cheveux. Ouais, et puis c'est vrai qu'il ressemble à l'image de Willy Wonka dans le film, à Johnny Depp, et c'est vrai qu'on l'a souvent dit, il vit dans ce monde-là d'illusions. Je sais pas s'il en est vraiment détaché, s'il y a vraiment un second degré. Ça, je le connais pas, donc je sais pas ce qu'il a dans la tête. En fait. Allez écouter Fear of the Dawn de Jack White. Il est sorti aujourd'hui chez Third Man Records. Il y aura un deuxième volet, vous le disiez, Christophe, à paraître en juillet. Il sera aussi en concert à l'Olympia à Paris en juillet. France Culture, la grande table critique, Lucille Como. Et on poursuit avec le nouvel album de Rosalia, très attendu. Il s'appelle Motomami, il a paru il y a quelques semaines. Rosalia est née en 1992 à côté de Barcelone, passée très jeune par une émission locale de télécrochet. Elle étudie ensuite le flamenco, danse et chant. Son premier album, El Mal Querer, sorti en 2018, est d'emblée un grand succès international. Elle y mêle flamenco, pop, R&B, la recette est jugée très convaincante à la fois par la critique et le grand public. Son nouvel album s'appelle Motomami, une contraction de moto et de mami, qui veut dire meuf. Sur la pochette, elle pose presque nue et échevelée avec un casque de moto. Cet album, il est composé de morceaux très hétéroclites, des courts, des longs, des très synthétiques avec du vocodeur, des acoustiques avec des cuivres, certains qui regardent vers le reggaeton, d'autres vers le folklore latino, certains sont hyper entraînants, certains doux comme des ballades. Pas facile de choisir un morceau qui représente l'album, alors j'ai tranché, on écoute Hentai. Pero mírate, no pienses más, nada que pensar. Tan rico no puede ser, de cuero nada, pero estoy en cuera. Te quiero ride como mi bike, hazme un tape, modo Spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo es chingarte, lo primero Dios. So, 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 so good. 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 So, so, so good. So, so,
so good, so good, so good. So good. Enamorada de tu pistola, roja amapola, crash esa ola, casi me controla. Enamorada de tu pistola, roja amapola, crash esa ola, casi me controla. Te quiero ride como mi bike. Hazme un tape, modo Spike. Caro como que tiene un diamante en la punta. Siempre me pone por delante de esa puta. So, 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 so good. 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 So good, so good, so good, so good. Bebé, te quiero comer. Ya te quiero hacer hentai. Ya te quiero hacer hentai. Ya te quiero hacer hentai. Hacerte hentai. Hentai. Hentai de Rosalia, extrait de son album Motomami. Olivier Lam, vous qui êtes amoureux de Rosalia, ce nouvel album. Non, c'est vrai que j'en ai beaucoup fait sur ce disque et sur le précédent. Je précise d'ailleurs que c'est le 3e album. Oui, c'est vrai. Elle a un premier qui s'appelle Los Andrés, qu'elle avait enregistré en Espagne, qui est son disque le plus proche de la tradition flamenco, même si elle l'avait fait avec un monsieur du rock indépendant espagnol qui s'appelait Refré, et qu'elle faisait déjà des choses assez iconoclastes dedans. Oui, non, je pense que c'est la plus grande inventrice dans la pop mainstream actuellement, ce qui est beaucoup, sachant qu'elle est européenne, elle est espagnole, qu'elle chante en espagnol, c'est vrai qu'il y a quelque chose de fascinant. Depuis l'extérieur, c'est-à-dire on va dire dans les clips et sur les réseaux sociaux, éventuellement sur scène, c'est une pop star comme les autres, Rosalia. C'est une grande voix, c'est un corps, c'est une incarnation. On pourrait dire que c'est quelqu'un comme, je sais pas moi, comme Beyoncé qui se retrouve à la tête d'une PMU puissante et qui met à profit le travail d'équipe créative dans tous les champs. Et c'est pas ça. Il y a le dernier morceau de l'album de Motomami qui s'appelle Sakura, dans lequel elle chante seule, où elle s'accompagne à l'orgue. Et c'est d'abord ça, je pense, Rosalia. C'est une musicienne au piano. Et ce qui me trouble, c'est qu'elle est ça en même temps que Rihanna ou Beyoncé, et qu'elle est hispanophone, qu'elle est européenne, et qu'elle veut absolument faire quelque chose d'essentiellement nouveau, et je pense qu'elle porte une sorte de révolution dans ce disque, encore plus que sur le précédent, El Malquerer, qui était vraiment l'emblème d'une fusion entre le flamenco et la musique électronique, on va dire, qui est vraiment quelque chose de nouveau arrive dans la pop mondiale, et qui est éventuellement extra-américain, qui ne chante pas en anglais, qui chante en espagnol, et qui peut venir de n'importe où, et qui peut se permettre aussi toutes les audaces, comme dans le morceau qu'on vient d'écouter, qui est une ballade assez émouvante, on va dire, dans une tradition rhythm and blues un peu à l'ancienne, dans laquelle elle chante des choses extrêmement crues sur le sexe, en faisant référence donc au hentai, ces dessins animés pornographiques japonais. On est arrivé dans un nouveau siècle de la pop, et je pense qu'elle incarne très fort ça. Mais est-ce que c'est pas difficile, surtout quand on essaye d'être nouveau et d'être un phénomène, comme c'est le mot que vous employez, je crois, dans votre article dans Libération, Olivier, être absolument un phénomène, de tout tenir, c'est-à-dire être à la fois, en effet, une grande diva de la pop, une chanteuse flamenca, une drag queen, une reine du flamenco. Il y a quelque chose dans un désir de plaire à tout le monde et d'être un peu tout qui, à mon avis, transparaît beaucoup sur l'album, et moi que je trouve un peu fatigant, parce que ça se voit beaucoup, les intentions. Enfin, Christophe Comte, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je suis en partie d'accord. Alors là, on a écouté un morceau qui est vraiment sublime. Oui. C'est à la fois cette balade très classique, percutée à la fin par une sorte de mitraillette. Portiched avait fait un peu la même chose sur leur 3e album. Moi, je trouve que Rosalia, elle a évidemment
elle a cette palette autour d'elle, elle appartient à cette, maintenant, on peut dire, tradition, hein. On va fêter l'année prochaine le 30e anniversaire du premier album de Björk. Il y a eu ça, il y a eu évidemment des gens auxquels elle se réfère un peu, Missy Elliott, M.I.A., enfin toutes ces filles finalement qui ont pris à bras le corps la musique du nouveau siècle. Alors pour Björk, elle était un peu en avance, mais qui rentre dans une sorte de... Ouais, alors c'est un peu comme Jack White, sauf que là, c'est fait avec, sans le côté zombie, justement. C'est-à-dire qu'il y a une vraie gourmandise, quand même, chez elle, à tout manipuler, parfois de manière assez voilà, éblouissante, d'autres fois, bon, de manière un peu plus facile, parce que le reggaeton, c'est quand même difficile, hein. Moi, j'ai un peu de mal. J'avais un peu de mal avec le flamenco, déjà, je l'avais dit à la dispute à l'époque du deuxième album, et là, les deux mélangés, c'est un peu dur pour moi. Mais après, bon, il y a évidemment beaucoup de choses. Et je comprends ce que vous dites. C'est vrai qu'il y a plein de contradictions là-dedans, mais c'est l'époque qui est contradictoire aussi. On est obligé, enfin, on ne peut plus être une chanteuse derrière un piano, quoi. Ça n'a plus de sens. Et puis, il faut aussi répondre à toutes les exigences d'images, de clips, de featuring avec des gens célèbres. Tout ça, elle rentre dans une grande nébuleuse. Le monde de la musique est comme ça, et le monde dans l'absolu est comme ça, et elle correspond vraiment, pour le coup, complètement à cette époque. Olivier Lam. Oui, mais elle fait tout comme il faut, mais elle fait tout avec panache et elle fait bouger un tout petit peu toutes les conventions. C'est-à-dire que si elle collabore, c'est de manière vraiment toujours très créative. Si elle fait des clips, effectivement, avec des danses, ces clips, ils sont, on va dire, pas à 100%, mais pour la majorité, ils sont quand même tous très impressionnants et très chouettes et très emballants. Le reggaeton, bon, aujourd'hui, on peut dire qu'on n'aime pas ça, mais non, il se trouve qu'elle a fait un morceau, une collaboration avec J Balvin, qui a littéralement changé la face du reggaeton, c'est-à-dire qu'elle a fait rentrer le reggaeton en Espagne, mais même si c'est aujourd'hui politiquement mal vu, mais enfin, il y a quand même, elle a permis cet aller-retour impressionnant entre l'Espagne et ses anciennes colonies. Et puis après, bon, effectivement, l'album a ce côté zapping, un petit peu réseaux sociaux, etc. Effectivement, on peut dire qu'il va trop vite. Moi, je trouve on peut dire que, comme en plus on a envie un peu, il a un côté paquet de bonbons, donc on a envie quand même de le dévorer à toute vitesse et beaucoup, et de s'en gaver, et peut-être qu'il peut fatiguer, peut-être qu'il restera moins, on va dire, dans son œuvre que le précédent, El Malquerer, qui était vraiment un album, moi je continue à le penser splendide de bout en bout, et que je continue à écouter, et dont je pense qu'on l'écoutera encore dans plusieurs dizaines d'années. Enfin, je trouve que bouder là, ce disque-là maintenant, par rapport à l'emmerdement que produit une grande partie de la pop actuelle, je trouve ça un peu dommage, voilà, un peu. Non, mais j'essaye de vous bousculer un peu, Olivier, parce que sinon on est dans le dithyrambe, pas intéressant. Moi, le disque de l'ami, je le trouve trop court, parce qu'il manque presque de densité, mais en même temps, c'est un disque effectivement où elle joue à la pop star, c'est clairement ça. Et comme elle le dit elle-même, elle pourra faire absolument autre chose après. Elle pourra faire un disque piano-voix. Je pense qu'elle en a les moyens. Et puis elle grandit artistiquement, elle grandit à une vitesse qui est très impressionnante. Christophe Comte. Oui, je ne sais pas quoi rajouter. C'est vrai qu'il y a ce premier morceau, je crois, où elle dit transformo. Yo me transformo. Yo me transformo, c'est ce que je peux comprendre de mon espagnol de 5e. Oui, moi aussi. Et bon, ça dit tout, quoi. C'est-à-dire qu'elle est vraiment dans une intention. Il y a quelque chose, alors c'est un cliché de dire ça, parce qu'aujourd'hui on en a vu tellement, mais de très transgénique finalement dans cette musique-là, qui ne se préoccupe plus, alors qu'elle part de quelque chose, d'une musique qui est quand même vraiment les pieds ancrés dans le sol, de quelque chose qu'on ne peut plus naturel ou naturaliste, qui est le flamenco. Et puis elle petit à petit, elle suit un chemin dont elle ne connaît même pas, elle, le cadastre. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Et ce disque-là, effectivement, passe du coq à l'âne absolument tout le temps. Il y a des morceaux très, très enjoués, il y a des choses assez expérimentales, il y a des mélodies parfois lumineuses, et puis d'autres fois, il y a un chant assez outré ou outrancier. Bon, effectivement, encore une fois, c'est un disque de cette époque. On ne peut pas trouver plus représentatif de de l'époque dans laquelle on vit. En écoutant ce disque, on en a un miroir, je trouve, assez conforme. Et pour ceux qui aiment ça, ceux qui aiment cette époque, je pense que c'est la bande-son idéale. On écoute un tout petit extrait d'un autre morceau qui s'appelle Bulerías. La bulería, c'est un air type du flamenco, juste pour se rendre compte un peu des influences premières de Rosalía. Yo no tuve que hacer nada que yo no quisiera, y aunque ahora nadie lo ve.
Yo no tuve que hacer nada que me arrepienta ni de que yo lamente ahora para mantenerme en pie. Uy, yo me maté 24/7, solo que tuve que hacer. Soy igual de igual de cantadora, con un chándal de Versace que vestida de bailadora. Voilà, ce morceau-là, par exemple, il est très court, il fonctionne un peu comme un interlude, et c'est ce que je reproche peut-être aussi un peu au disque, Olivier, mais vous allez me contredire, c'est que j'ai l'impression qu'elle utilise le flamenco et la musique traditionnelle comme une espèce d'assise, mais que c'est moins mêlé que dans les précédents titres. Ouais, il y a très peu de flamenco. Il y a ce disque-là qui est plus une espèce de qui est plus là pour porter un message. C'est vrai, et qu'elle vient de chanter là, qui est le droit de chanter le flamenco. Je suis autant une chanteuse de flamenco habillée en pop star. En pop star. Non, elle dit en survêt Versace qu'en robe traditionnelle. C'est principalement là pour ça. C'est sûr que ce n'est pas un disque de flamenco, contrairement à El Malquerer, qui avait la volonté de faire évoluer le flamenco, comme l'avait fait avant Camarón, fin des années 70, avec la Leyenda del Tiempo, qui est ce grand disque de fusion qui a un peu tout changé. Donc oui, il y a un côté zapping, il y a un côté électronique, un côté très, très rap aussi, si on peut dire. On peut aussi coller ce disque face à un disque de Kanye West, avec ces morceaux qui se permettent aujourd'hui, avec le copier-coller, d'aller dans des directions très différentes et de revendiquer une cohérence qui n'est pas forcément immédiate à la première écoute. Elle est dans quelque chose, elle est dans un geste contemporain, c'est très certain. Mais encore une fois, elle expérimente énormément et elle essaye. On peut penser qu'éventuellement elle ne réussit pas, qu'il y a un côté trop zapping, mais je veux dire, à un moment, la cohésion dans ce qu'elle revendique et dans ce qu'elle produit, et la cohésion aussi entre ce qu'elle produit comme image, comme son, etc. Là, dans un contexte de pop mainstream aujourd'hui, c'est quand même... c'est assez ultime, si je peux dire. Allez écouter Motomami de Rosalia, qui est apparu chez Columbia. Merci beaucoup Christophe Comte, merci à vous. Olivier Lam. Dans un instant, le journal.